Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste. Alors nous, on a proposé cette table ronde centrée sur les questions d'éthique, de déontologie, de code, parce qu'il apparaîtrait que la déontologie serait peut-être ce qui nous réunirait le plus, le fameux plus petit dénominateur commun dans la pluralité de nos cadres théoriques et la diversité de nos pratiques. Les fameuses phrases « le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable », sa reconnaissance fonde l'action du psychologue auquel tout le monde souscrit, bien évidemment. Un consensus, la déontologie? Oui, bien sûr. Et puis, peut-être pas forcément. La déontologie des psychologues ne va pas forcément de soi. Nous en sommes à la 3e édition du Code de déontologie de 1996 et les débats qui ont été présentés le 5 juin dernier ont été parfois houleux pour celles et ceux qui ont participé. La grande nouveauté du code, enfin une des grandes nouveautés du code étant l'ajout d'écriture inclusive, de manière non parfaite d'ailleurs, et quelques coquilles, ce dont à titre personnel je me réjouis particulièrement, pas des coquilles, hein, mais de l'intégration de l'ajout de l'écriture inclusive, la profession étant à 85% féminine. D'ailleurs, vous avez remarqué, on a fait un effort pour que cette table ronde, que la parité soit présente. Donc, un consensus difficile à obtenir, mais un consensus malgré tout, puisque le code de 2021, cette version de 2021, a été signé par 21 organisations de psychologues. Mais, oui, parce qu'il y a un mais le code de déontologie des psychologues n'a pas de valeur légale. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, que moi je lis et que j'entends très régulièrement, cette phrase, sans cesse, comme si c'était un argument suffisant et définitif pour avoir le droit de ne pas respecter le code, et en quoi sa non-valeur légale ou réglementaire viendrait amoindrir sa légitimité et son importance. Pourquoi un tel engouement pour la loi? La possibilité d'une sanction? Pourquoi est-ce que certains et certaines réclament-ils parfois à corps et à cris des instances, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qui viendraient nous menacer et potentiellement nous punir? J'entends et je lis aussi régulièrement qu'exercent pléthore de psychologues déconnantes, qu'il faudrait leur retirer le titre ou la possibilité de pouvoir exercer. Et là aussi, moi, c'est une question que je me pose. D'où vient ce fantasme de purge, de pouvoir appartenir à une profession qui serait pure, exempte de défauts et à la pratique irréprochable? Alors, les psychanalystes qui sont suffisamment nombreux aujourd'hui, peut-être qu'ils auraient des pistes de réflexion par rapport ou d'interprétation pour pouvoir répondre à mes questionnements. En tout cas, moi, ça m'intéresserait. Et si le code de déontologie n'a pas de valeur légale, n'est-il alors qu'un gadget marketing destiné à nous rassurer quant à notre valeur morale? Alors, moi, personnellement, oui, je suis persuadée, au-delà de ces propos un peu provocateurs, que le code de déontologie a un intérêt et je me suis même engagée pendant 4 ans bénévolement au sein de la CNCDP, donc la Commission nationale consultative de déontologie des psychologues, au sein de laquelle j'ai siégé pendant 4 ans. J'ai appris énormément de choses. J'ai notamment appris que les parents, dans un contexte de séparation conflictuelle, semblaient apprécier les consultations des psychologues en libéral, ou encore que rédiger des attestations était un art délicat. Je me suis aussi posé des questions qui, jamais auparavant, m'avaient effleuré l'esprit. Est-ce qu'un psychologue, par exemple, qui dit d'un de ses collègues qu'il a un fonctionnement hystérique ou obsessionnel, conviendrait à l'article 9 du Code de déontologie concernant le consentement libre et éclairé de la personne? Est-ce qu'un psychologue peut écrire dans une attestation au sujet d'un père jamais rencontré que ce dernier est un, je cite, pervers narcissique dangereux pour ses enfants? Est-il normal qu'un psychologue adresse des SMS à un ancien patient, une ancienne patiente, lui demandant d'avoir une relation amicale? Un psychologue peut-il accepter d'effectuer le suivi psychologique d'un mineur en demande si l'un de ses parents, voire les deux, s'y oppose? Est-ce qu'un psychologue qui expose un cas clinique sur les réseaux sociaux afin de solliciter les conseils de collègues contrevient à l'article 7 concernant le secret professionnel? On a des réponses éventuellement à ça.
etc., etc. Alors oui, le code de déontologie me semble nécessaire sans pour autant être une fin en soi. Il permet une base de réflexion éthique, une boussole, pour reprendre l'expression d'Alain Létuyer, car en effet, comme le dit le code, la complexité des situations cliniques s'oppose à l'application automatique de règles. Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste.